Des choix santé dans le panier. Présenté par Isabelle Dubois, technicienne en diététique, grâce à la collaboration de Diabète Drummond. Premier atelier de la visite en épicerie, nous allons faire un petit survol sur l'enseignement que vous avez fait au CLSC, que vous avez eu au CLSC. La première chose, c'est la régularité des repas et l'équilibre dans l'assiette. C'est d'avoir une bonne assiette santé. On va regarder surtout la proportion que nous devons avoir d'aliments dans notre assiette. Donc, on favorise les légumes parce que c'est une source de fibres. Donc, 50% de notre assiette, c'est des fibres. Ensuite, le quart de notre assiette, ça va être des féculents, qui est une source de glucides. Et nous allons avoir aussi l'autre quart de l'assiette en viande et substituts. Pourquoi on sépare l'assiette en trois comme ça? C'est pour avoir un meilleur contrôle ou une meilleure gestion, je dirais, de nos glucides. Parce que vous savez que si on a des fibres, ça, ça annule les glucides. Et puis les viandes qui se trouvent être des protéines, ça les ralentit. Et puis en calculant aussi notre quart de féculents comme ça, on devrait arriver au décompte de glucides que nous avons droit à chaque repas. Donc, juste vous rappeler un petit peu comment ça nous prend de glucides. Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Combien de glucides nous devons avoir à chaque repas, en moyenne. Et oui, de 45 à 60 grammes de glucides par repas, c'est ce qui est recommandé pour avoir une bonne gestion du diabète. Ensuite, qu'est-ce que les glucides, les protéines et les lipides? C'est des groupes d'aliments que nous appelons des nutriments. C'est des nutriments, c'est essentiel au bon équilibre, au bon fonctionnement du corps. Et puis, en sachant quelles sont les sources de glucides, quelles sont les bonnes sources de protéines, ainsi que les bons lipides, les bons gras, nous aurons encore plus une meilleure gestion du diabète. Et puis, en dernier lieu, je vous dirais plutôt dans le deuxième atelier, on va vraiment se concentrer où on peut retrouver ces informations-là sur un aliment. Peut-être que vous avez déjà votre idée parce que vous avez vu tout ça au CLSC. Donc, nous ici, dans ce PowerPoint-là, dans le suivant, ainsi que notre visite en épicerie, c'est vraiment un rappel, c'est vraiment une façon de vous rafraîchir la mémoire et peut-être de plus à prendre le temps de voir là, qu'est-ce qu'il y en est. Première chose, les glucides. On retrouve trois types de glucides. On va commencer par les raffinés qui trouvent être une digestion très rapide. Lorsque vous avez fait votre visite en CLSC, c'est les glucides, c'est les sucres qu'on va ingérer pour remonter une hypoglycémie, pour revenir notre glycémie à la normale. C'est des choses qu'on va limiter, qu'on va vraiment là, aller au minimum parce que on se trouve avoir plus de difficultés là, à gérer le diabète lorsqu'on mange ces glucides-là. Donc, les sources sont le sucre, cassonade, miel, sirop, les boissons gazeuses régulières, tout ce qui est confiture, gelée, marmelade régulier, tout ce qui est fait avec ces types de glucides-là, les gâteaux, le jello, les pâtisseries, les biscuits, euh, les bonbons au chocolat, etc. Puis, un petit indice pour savoir vraiment si un aliment contient du sucre ajouté, contient des sucres raffinés, on va faire attention aux termes ose, comme le fructose, le sucrose, le lactose, le maltose, galactose. Puis aussi, lorsqu'on va regarder la liste d'ingrédients, on va porter attention au sucre, sucre liquide, sucre inverti. Là, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est tous des sources de glucides dont il faut faire attention. Limiter notre consommation. Ensuite, on a un deuxième type de glucides qui se trouve être les sucres simples, qui se trouve avoir une digestion rapide. Tout ce qui est fruits, jus de fruits, certains légumes et jus de légumes, le lait, le yogourt. C'est-à-dire que la chaîne de glucides là, est plus facile à défaire.
Donc, elle va s'assimiler quand même assez rapidement, mais pas aussi rapidement que les sucres raffinés. Et puis, on a le dernier type qui se trouve être les sucres complexes, tout ce qui est amidon. Je vais vous donner un truc, le amidon, ça rime avec farine. Donc, ça va être des aliments avec lesquels on fait de la farine. Je vous donne un exemple, les pommes de terre, hein, on peut faire de la farine de pommes de terre. Le maïs, on peut faire une farine de maïs, la fécule de maïs. Et il y a aussi le riz. Hein, on peut faire de la farine de riz, de la poudre de riz, etc. C'est moins commun, mais c'est des choses qui se font. Donc, tous les ingrédients, tous les aliments qui sont faits à base de farine, comme le pain, les biscottes, les croissants, les céréales, les pâtes alimentaires, c'est des sucres lents. C'est-à-dire que la chaîne de glucides prend plus de temps à se défaire, donc la digestion est plus lente, donc l'assimilation dans notre corps est plus lente. Donc, un petit mélange de ces trois types de glucides-là vont faire que vous allez avoir un équilibre dans votre gestion, un équilibre dans votre alimentation. Les fibres alimentaires, ça fait partie des glucides. C'est quoi des fibres? Ben, c'est un glucide, c'est une cellulose qu'on appelle, et c'est non digérable. Donc, notre corps ne le digère pas. Je vais vous donner un exemple. Vous mangez du céleri, ben c'est des celluloses. Le céleri, c'est des fibres qui vont aider à la régularité intestinale. Puis ce qui rentre va sortir exactement de la même forme, ou presque. C'est un petit peu une image un petit peu spéciale, là, mais c'est vraiment une façon là, une petite image que je peux vous donner aussi lorsque vous changez la couche d'un jeune enfant qui commence à manger des fruits comme le raisin, le kiwi, mais vous allez retrouver la pleure du raisin dans sa couche ainsi que les petites graines du kiwi. Donc, c'est ce qui se trouve être des fibres alimentaires. Ça, c'est ceux qu'on ne voit pas, des fibres insolubles. Et il y a les fibres solubles là, qui se trouvent dans les céréales, qui se trouvent dans les légumineuses, c'est-à-dire qu'on ne les verra pas, mais qui vont faire un genre de... Ça va être plus facile au niveau des intestins là, de bouger, OK? C'est plus mou, ça absorbe l'eau. Puis, ça a des qualités, ça, ces fibres-là. OK? Les rôles majeurs, là, ça favorise la régularité intestinale, donc ça va être plus facile de faire des selles. Ensuite, ça augmente la satiété. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça diminue la quantité d'aliments qu'on va consommer parce qu'on a un effet qu'on est plein, qu'on a assez mangé. Et puis, ça contribue à contrôler le taux de sucre et de gras dans le sang. Lorsqu'on parle de taux de sucre, de régulariser, les fibres, ça annule les glucides. OK? C'est un décompte que vous avez déjà fait. Je vous donne un exemple. Vous avez 15 grammes de glucides et puis vous avez 2 grammes de fibres. Mais vous allez soustraire du 15 grammes les 2 grammes de fibres. Donc, dans le fond, vous avez ingéré 13 grammes de glucides. Ça, c'est des choses que vous avez déjà vues en CLSC. Ce serait peut-être de sortir les notes pour avoir une meilleure idée, mais c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne, OK, avec les fibres. Donc, c'est très important au niveau du calcul de glucides lorsqu'on choisit nos aliments, puis lorsqu'on fait nos choix alimentaires, là, puis qu'on fait notre assiette. Donc, vous avez le petit tableau là, que j'ai parlé un petit peu là, concernant les sources de fibres solubles. Les fibres solubles sont plus efficaces dans le contrôle du taux de sucre. Et les fibres insolubles, ben, c'est les petites graines qu'on retrouve, les graines de lin, les grains entiers, la pleure des fruits, comme je parlais du céleri tantôt, là, la fibre du légume. C'est toutes des choses que vous avez déjà vues, mais des fois, c'est bon de savoir, là, d'associer c'est quoi au juste, là, le fruit ou la céréale, à quel type de fibres ils sont associés. Lorsqu'on mange des fibres, ce qui est important, c'est de boire beaucoup, beaucoup d'eau. On dit au moins de 6 à 8 grands verres d'eau par jour. Moi, j'ai un petit truc à vous donner. J'ai toujours un verre d'eau. Je me lève le matin, puis j'ai un verre quand même d'un bon format, où là, c'est la mode, là, des contenants réutilisables là, d'eau, un genre de gourde.
Vous le remplissez, votre verre, à tous les matins, et vous le laissez sur le coin de la table ou du comptoir, température pièce. Puis, quand vous passez, vous prenez. Puis lorsque vous sortez faire une petite course, vous amenez votre bouteille d'eau, vous revenez, vous remplissez votre gourde. Ça a l'air de rien, mais comme ça, d'avoir toujours un petit peu d'eau, comme ça aide à la digestion, puis ça va aider aussi à la régularité, parce que les fibres absorbent l'eau, donc ça va être plus facile au niveau de la consistance des selles, puis ça va faciliter leur évacuation. Puis en même temps, bien, ça va nous permettre de mieux s'hydrater. Puis, qu'est-ce qu'on recherche sur l'étiquette lorsqu'on veut augmenter notre quantité de fibres? Bien, on va rechercher des grains entiers intégrales, des produits enrichis de fibres, ou lorsqu'on regarde sur l'étiquette de l'emballage du pain, des fois, on va voir teneur élevée en fibres. Quand on parle d'élevé, c'est plus que 5 grammes de fibres par portion. Ça, on va voir ça un petit peu plus tard là, dans la prochaine atelier. On va regarder là, comment vraiment vérifier ça. Et puis des trucs pour augmenter notre apport, ben, c'est de manger plus de fruits, plus de légumes frais, des légumineuses qui contiennent beaucoup de fibres, qui contiennent des protéines en plus. Et puis, il y a les noix, les graines, les sons d'avoine ou de blé, graines de lin, produits céréaliers à grains entiers. C'est toutes des choses qui vont contenir des fibres ça va vraiment nous aider là, à mieux gérer le diabète et notre apport en glucides. Les substituts. Que penser des substituts? Les substituts, là, c'est les petits sachets de sucre là, qu'on retrouve là, comme égal, l'aspartame, les sucariles, sugar twin. Le stevia, ça fait partie des substituts de sucre. Qu'est-ce qu'un substitut de sucre? C'est quelque chose qui remplace le sucre par son goût sucré. Ça n'a aucun effet sur notre glycémie, mais ça a un effet au niveau du goût. Et puis, c'est utile, mais ça truque notre cerveau, c'est-à-dire que ça nous donne une fausse information. Et puis, le fait de goûter du sucre, ça l'entretient le goût sucré. Donc, si on diminue les substituts, on devrait, dans un même temps, diminuer notre apport en sucre. Ça va encourager aussi à maintenir des mauvaises habitudes, comme je disais, alimentaires, parce qu'on va chercher toujours à manger du sucre. On peut commencer tranquillement, parce que moins qu'on va à diminuer notre sucre, parce que moins on va manger de sucre, moins on va avoir le goût d'en manger. Donc, ça va faire un effet moins direct sur la glycémie. Je vais vous donner un petit exemple. Là, j'ai pas la source exacte. Ça l'a paru, je crois que c'est en 2016. Il y a des scientifiques qui sont penchés sur les substituts. Puis lorsqu'on parle de truquer le cerveau, c'est que ça l'envoie une mauvaise information. OK? Tout est relié, hein? Vous savez, on met notre substitut, on met du goût sucré du substitut dans notre bouche. Puis là, tout de suite, l'information là, s'en va au cerveau. Puis notre cerveau, il analyse, dit, il y a du sucre qui s'en vient. Et lui, automatiquement, dans un quart de fraction de seconde, il s'en va à notre pancréas, puis il dit, attention, prépare-toi, il y a du sucre qui s'en vient. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Donc, ça crée un stress au niveau de notre pancréas. Puis là, ben, c'est des choses qu'on veut éviter là, au niveau de notre pancréas. Il faut le tenir en santé parce que déjà là, il y a un petit peu de difficulté à fonctionner. C'est pour ça qu'on a le diagnostic là, de diabète. Donc, lorsqu'on évite les substituts de sucre, on évite ainsi les fausses informations, puis ça nous permet de mieux entretenir notre pancréas et ainsi de mieux gérer l'insuline. Ça lui permet de mieux gérer notre insuline. Donc, c'est une question de dosage. C'est une question de si oui, j'aime le café sucré, ben oui, on peut mettre un petit peu de sucril dedans, mais on va éviter d'en mettre dans nos desserts, on va éviter d'en avoir dans nos boissons gazeuses. On va éviter certains aliments comme ça qui peuvent contenir des substituts. Grasse.
Pourquoi on regarde les matières grasses lorsque on fait le diabète, puis on sait que l'influence que ça a, la plupart du temps, c'est les glucides qui ont une influence sur le diabète. Les matières grasses euh, nuisent à l'absorption de l'insuline. Donc, si on en mange trop, si on mange trop de gras dans la nourriture, c'est-à-dire des fritures, ces choses-là, des fromages. On va voir un petit peu plus loin là, les sources de matières grasses. Il y en a des mauvaises, il y en a des bonnes. Mais ça va nuire un petit peu, puis il faut donner une chance à notre corps de bien absorber l'insuline. Par contre, les matières grasses, ça a un rôle. C'est bon d'en manger. OK? On va voir un petit peu plus loin, mais c'est bon d'en manger. Pourquoi? Parce que ça fournit de l'énergie, ça contribue à la régulation de la température corporelle, ça fournit des acides gras essentiels, ça l'aide à l'absorption des vitamines A, D, E et K. Hein, c'est pour ça hein, que les produits laitiers, le gouvernement Santé Canada, là, presque 100 ans, a décidé de rajouter des vitamines A et D dans le lait parce qu'il y a des matières grasses dans le lait. Et ainsi, ça aidait les gens à avoir une meilleure absorption des vitamines A et surtout D parce qu'on vit dans un pays nordique. Et la vitamine D, mais c'est surtout la peau hein, qui va la produire là, avec le soleil, cette chose-là. On l'appelle surtout la vitamine soleil. Donc, en rajoutant des vitamines D dans le lait, ben, les gens buvaient le lait et ainsi avaient une quantité X de vitamine D dans le pour les aider là, à mieux fonctionner. Aussi, ça va procurer un sentiment de satiété. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lorsqu'on mange poutine, hamburger, tout ce qui est junk food, là, tout ce qui est pas vraiment bon pour la santé, on s'en plaint vite. Mais c'est quelque chose qui s'en va vite aussi. Après quelques heures, on a faim encore. OK? C'est juste un sentiment. Et ça rehausse la saveur, la texture des aliments aussi. Hein? Quelque chose qui est plus gros, on va le goûter un petit peu plus. Puis, un petit côté positif, ça va donner de l'éclat au teint et à la chevelure. Donc, c'est sûr qu'il y a des côtés positifs aux matières grasses. C'est là que ça va être bon de savoir quelle matière grasse on va ingérer, qu'on va manger, qu'on va mettre dans notre assiette. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Démystifions le cholestérol, le fameux cholestérol. Vous savez que le cholestérol, lorsqu'on en fait, c'est une question d'hérédité. Parce que notre corps produit du cholestérol. Et lorsqu'on dit de faire attention à ce qu'on mange, au type d'aliments qu'on va manger, ça va nous donner, c'est parce que ces aliments-là donnent un surplus de cholestérol à ce qu'on a déjà. Et quelqu'un qui fait du cholestérol, c'est quelqu'un qui a un surplus. OK? Si on regarde les petites notes que vous avez à l'écran, le foie produit 75% du cholestérol présent dans l'organisme et les aliments en fournissent 25%. OK? C'est indispensable à l'organisme. Le cholestérol, là, c'est nos petits monsieur net de notre corps. OK? C'est lui qui va nettoyer nos artères, qui va nettoyer nos veines, nos vaisseaux sanguins de tout ce qui n'est pas bon. Puis c'est là que on associe le bon cholestérol au mauvais cholestérol. Je vais vous donner un petit exemple. On se promène dans la ville de Drummondville et puis là, il y a des cônes oranges, il y a des gens, des travailleurs de la ville qui travaillent, OK, à faire des réfections, à corriger le pavé, etc. Puis, on doit éviter, hein? Ils nous font faire un petit détour pour contourner ça. Faites la comparaison avec vos veines, vos artères. On a des petites choses à réparer, OK? Donc là, il y a du cholestérol, il y a des petits travailleurs cholestérol qui vont nettoyer ça. Ça, on va les appeler le mauvais. Ils sont situés dans un endroit dans notre artère. Puis là, le bon cholestérol, lui, il passe, puis il dit, oups, les boys, hey, les gars, là, c'est le temps d'aller nettoyer d'autres choses. Fait que là, ils partent avec ce petit moton-là, puis on s'en va ailleurs, OK? Donc, si on fait trop de mauvais cholestérol, ben c'est là que ça va boucher. Il y a trop de petits cônes jaunes. Là, on se promène sur le boulevard Saint-Joseph, là, puis on fait juste se promener d'une voie à l'autre pour éviter les cônes. C'est sûr que si on en arrive à l'heure de pointe, hein, c'est plus difficile. Puis, on a de la difficulté, là, vraiment, là, à circuler.
puis c'est plus long, puis tu sais, on perd patience, etc. Tu sais. Fait que si on image ça un petit peu, là, ben c'est ça le cholestérol. Donc, il faut faire attention à ce qu'on mange lorsqu'on fait du cholestérol. C'est quelque chose qui est essentiel, c'est juste d'avoir un meilleur contrôle. Donc, en regardant qu'est-ce qui est bon, les bons gras ainsi que les mauvais gras, ben, on va avoir un meilleur contrôle sur notre cholestérol. Pourquoi je parle du cholestérol? Parce que lorsque le diabète se présente dans notre vie, c'est comme ça qu'il faut le dire, ça crée des problèmes au niveau des artères. Puis, le cholestérol peut nuire à notre bonne santé. Un mélange des deux, c'est pas tellement bon. Donc, si on fait vraiment attention à notre apport en matière grasse, ben on devrait avoir une meilleure absorption de l'insuline, puis en plus diminuer un peu notre apport en cholestérol. Fait qu'on va regarder ensemble les mauvais gras. Donc, comme je vous disais, il y a les bons gras versus les mauvais gras. On va commencer par les mauvais. On parle des gras saturés. Les gras saturés, c'est tout ce qui vient du règne animal. On parle de beurre, de fromage, de crème, du sein doux, graisse de porc, euh, tout ce qui est aussi certains végétaux, comme les huiles de noix de coco, les huiles de palme. C'est vraiment des huiles qui sont saturées qu'il faut éviter la consommation. Les gras saturés ont mauvaise réputation parce que leur consommation en excès, ça va faire augmenter le mauvais cholestérol. Mais ils ont quand même leur place dans l'alimentation humaine. C'est juste d'avoir un équilibre. On parlait tantôt de l'équilibre dans l'assiette, le premier diapositive qu'on a vu. Bien, les gras saturés se trouvent dans les gras animaux, donc c'est des sources de protéines. Si on fait attention à nos sources de protéines, bien, en principe, on devrait faire attention en même temps à notre mauvais gras. On retrouve aussi les gras trans. Trans pour transformer. C'est de l'hydrogénation, c'est un procédé industriel qui va modifier les molécules d'acide gras insaturé. Donc, on obtient des gras trans à partir de végétales insaturées. Je vais vous donner un exemple. Vous avez de la fameuse graisse Crisco, tu sais, qui se conserve dans l'armoire. Mais habituellement, c'est une huile végétale, puis vous savez que de l'huile, c'est liquide. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la Crisco reste solide à la température pièce? C'est là qu'ils ont modifié la molécule, qu'ils ont modifié la nature même de l'huile pour qu'elle reste solide. Donc, c'est ça, un gras trans. C'est ces choses-là qu'on doit éviter. Il y a certaines margarines aussi. Hein? On voit ça souvent, là, on va donner un exemple, la Becel, qui est une margarine non hydrogénée. Hein? Ça veut dire qu'elle n'a pas été transformée. C'est celle-là qui est bonne. Si vous ne voyez pas l'information non hydrogénée sur votre plat de margarine, c'est-à-dire que c'est un gras qui a été transformé. Il y a certaines compagnies qui le font encore, il y en a de moins en moins, mais la plupart, je vous dirais, qui sont non hydrogénés. Je vais vous nommer la Becel, la Nuvelle, c'est les deux qui me viennent en tête. Les marques maison comme Nos Compliments, le Choix Mérite, la plupart sont non hydrogénés. Les sources, ben, comme je vous disais tantôt, les margarines ordinaires, les shortening, puis tout ce qui est fait, là, tous les produits de boulangerie commerciaux comme les biscuits, les craquelins, les galettes, tout ce qui est fait en industrie, ben, l'industrie va prendre des huiles transformées parce que c'est plus facile à gérer dans l'entrepôt, c'est plus facile à manipuler que des huiles vraiment là, liquides. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans ces produits-là. Donc, ça va être des choses ça va être des aliments qu'on va éviter dans notre assiette, les biscuits, les craquelins, ces choses-là. On va plutôt les faire maison. Mais ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Et aussi, il y a les fritures. Hein. Tout aliment qui est frit dans l'huile, c'est un gras trans. Maintenant, les bons gras.
C'est des acides gras monoinsaturés. Ça, c'est ceux qu'on entend moins de parler. OK? Les oméga 9, on entend parler des oméga 3, qu'on va voir un petit peu plus, mais les oméga 9, c'est des bons gras. Ils sont liquides à la température ambiante. Ils peuvent supporter la chaleur. On peut donc les utiliser pour la cuisson, sauf l'huile d'olive. C'est la seule huile que l'on consomme qu'on ne peut pas vraiment faire chauffer. Oui, pour un petit sauté, mais à long terme, quelque chose qui est long, à feu vif, l'huile va perdre ses propriétés, puis elle va venir brune, elle va cuire, puis c'est pas tellement bon. Les bons gras sont bénéfiques. Les lipides insaturés sont bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Puis, ils contribuent à un meilleur contrôle de la glycémie chez les diabétiques. C'est reconnu. La moitié de nos matières grasses devrait provenir des gras monoinsaturés. Regardez dans les sources, l'huile de noisette, l'huile d'olive, l'huile de canola, hein, c'est une des plus communes. L'huile d'arachide, on la voit moins à cause des allergies. Graines de sésame, l'huile de sésame, des aveline qui se trouvent avec des noisettes, des amandes, des noix de cajou, des pistaches. Vous voyez, des pacanes, des avocats. Vous voyez, c'est des sources, c'est des bons gras, puis c'est des aliments qu'on retrouve dans notre alimentation, des noix. Hein? Donc, c'est peut-être, puis en plus d'être une source de bons gras, c'est une source de protéines. Les amandes, les noix de cajou, tout ce qui est noix. Donc, c'est un bon choix, c'est des aliments à privilégier dans notre assiette équilibrée. Nous avons aussi au niveau des bons gras les acides gras polyinsaturés, plus communément appelés oméga 6 et oméga 3. Ces huiles-là ont la propriété d'être liquides à température ambiante. Ils ne figent pas lorsqu'ils sont réfrigérés. Et il faut porter une attention particulière parce que les huiles contenant de l'oméga 6 et oméga 3 résistent mal aux hautes températures de cuisson. Sauf l'huile de canola. Vous savez, l'huile de canola a plusieurs vertus, plusieurs propriétés positives. Donc, c'est une huile qui est abordable, c'est une huile qui est inodore, c'est une huile qui n'a pas de goût particulier, qui est facile à travailler et de plus, elle contient beaucoup d'oméga 3. Donc, celle-ci, on peut s'en servir là, pour la cuisson, soit dans nos gâteaux ou même pour faire frire des choses là, dans la poêlonne. C'est l'huile idéale pour ça. Et de plus, ben, comme je viens de préciser, elle contient de l'oméga 3 versus d'autres huiles qu'on peut retrouver sur le marché, comme l'huile de pépin de raisin. Elle ne tolère pas la température élevée. Donc, c'est vraiment là de faire le bon choix au niveau de nos acides gras polyinsaturés que l'on va voir dans les diapositives suivantes. Nos bons gras et nos mauvais gras, pardon. On va préciser les acides gras polyinsaturés qu'on nomme oméga 3, plus communément. L'oméga 3, c'est le plus populaire des acides gras polyinsaturés. C'est celui qu'on entend le plus parler. Et c'est celui qu'on devrait retrouver le plus dans notre alimentation. Malheureusement, l'apport n'est pas équilibré au niveau de nos oméga. Souvent, on a plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc, j'aimerais que vous portiez une attention particulière aux aliments qui contiennent l'oméga 3. Si vous ne les avez pas déjà introduits dans votre alimentation, je vous suggère fortement de le faire. Donc, on a les célèbres graines de lin ainsi que de l'huile de lin que l'on connaît tous et que ça fait des années qu'on nous parle de leurs vertus, mais on a d'autres choses aussi. On a l'huile de canola, comme je disais un petit peu plus tôt, l'huile de canola est très versatile. C'est une huile qu'on peut utiliser à toutes les sauces. Et puis, elle contient beaucoup, beaucoup d'oméga 3. Il y a le chanvre. On le connaît pour d'autres vertus, le chanvre.
Mais celui-ci est très bon pour l'oméga 3 et aussi une petite parenthèse pour les protéines, ainsi que le chia. Le chia, c'est une nouvelle, je dirais dire, céréale que nous avons sur le marché depuis quelques années. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est abordable et qui se mélange là, vraiment au yogourt, au smoothie et qui contient autant des oméga 3 que des protéines. On peut le puiser directement dans quelques aliments, surtout les poissons gras comme le saumon, mais on va voir dans l'autre diapo là, le tableau. Puis, les vertus de l'oméga 3, ben, ça contribue à la protection des artères et du cœur. Ça a un effet anti-inflammatoire, pardon. Il joue un rôle fondamental dans le développement du cerveau et de la rétine. C'est pour ça que là, depuis quelques années, il y a certaines personnes, certains médecins, à la limite, qui vont ils vont prescrire, je vous dirais, de la consommation d'oméga 3 pour les enfants qui ont des déficits d'attention ou ces petites choses-là. Donc, c'est vraiment prouvé scientifiquement là, au niveau du développement du cerveau là, que ça peut être très bon. Nous avons les oméga 6. Les oméga 6, c'est celui qu'on retrouve le plus abondamment dans notre alimentation. L'huile de maïs, de tournesol, l'huile de soya, de cartame, l'huile de pépins de raisin, etc. Il est très important au niveau du système nerveux, au niveau de l'équilibre cardiovasculaire, de notre système immunitaire, tout ce qui est guérison des blessures, réactions allergiques, inflammatoires, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup. C'est pour ça que je vous parlais un petit peu plus tôt que l'équilibre entre l'acide oméga 6 et l'oméga 3 peut être déséquilibré, comme je pourrais dire. Parce que l'oméga 3, s'il y a trop d'oméga 6, ça l'empêche l'oméga 3 de bien travailler, de jouer son rôle. Donc, on devrait avoir un apport un petit peu plus élevé en oméga 3 qu'en oméga 6. Comme je vous disais, de l'apport, comme, excusez-moi, l'apport euh, dans l'alimentation occidentale présentement est de 10 oméga 6 pour 1 oméga 3. On devrait privilégier le 1 pour 1 et de 4 pour 1, c'est-à-dire pas plus que 4 apports d'oméga 6 pour un oméga 3. C'est ça. Donc ici, on a un tableau qui nous dit un petit peu c'est quoi euh, dans quel aliment on peut retrouver les oméga 3 pour quand même une bonne portion. Tu sais, pour obtenir 1,3 g, qui est la portion quotidienne d'oméga 3 qu'on devrait consommer, ben, on a seulement besoin d'une demi-cuillère à thé d'huile de lin. 2 cuillères à thé de graines de lin broyées. En passant, une petite note, la graine de lin perd ses vertus si on la moue, si on achète des graines de lin broyées, déjà broyées, elle a perdu ses vertus. Il faut vraiment l'acheter entière, puis la broyer ou la moudre rendue à la maison lorsqu'on est prêt à s'en servir. Fermons la parenthèse pour venir à notre portion d'oméga 3. Une cuillère à table d'huile de canola, donc on s'en sert quand même régulièrement dans nos pâtisseries, si on fait à manger le moindrement, dans nos sautés, etc. On utilise énormément l'huile de canola, donc on est capable d'aller quand même chercher l'oméga 3 au niveau de l'huile de canola. Les noix de Grenoble. Les noix de Grenoble, c'est la reine des noix parce qu'elle contient de l'oméga 3. Un quart de tasse, qui est quand même le creux de notre main environ. C'est une noix de Grenoble, elle s'apprête quand même à tout, elle se mange seule, mais souvent on va la hacher ou la broyer, puis on va la mettre dans nos desserts ou en petite décoration, ou même dans nos salades. C'est très bon, hein, des noix de Grenoble dans les salades. De l'huile de soya, on s'en sert un petit peu moins. On connaît la sauce soya, mais c'est pas du tout la même chose. De l'huile de soya, on s'en sert un petit peu moins, mais quand même, pour ceux qui en ont dans leur garde-manger, une cuillerée à table et demie est quand même une bonne portion pour obtenir notre source d'oméga 3 quotidienne. 13 grammes de graines de chanvre. Donc ça, la graine de chanvre, on peut l'ajouter dans nos smoothies, on peut l'ajouter dans notre gruau, dans notre yogourt. Euh, c'est quand même une graine là, qui est moulue. Dans nos muffins aussi. Donc, elle n'a pas de goût particulier,
Elle est quand même assez grossière comme graine, là, ce qu'on retrouve sur le marché. Donc, c'est quand même une portion qui est raisonnable. Et la graine de chia que j'ai découvert depuis quelques années et que je vante à tous ses mérites, 2 cuillères à table de graines de lin, de graines de chia, dans un yogourt, dans une portion de yogourt. Vous le préparez le matin et pour le repas du dîner ou le repas du souper, vous avez votre yogourt qui est prêt pour un dessert, soit pour les enfants ou pour nous, même ceux qui sont encore sur le marché du travail ou encore comme collation dans la journée. Et aussi, on le retrouve d'origine marine. Le maquereau, le saumon. Hein? Le saumon, 65 grammes de saumon va contenir notre portion quotidienne. Notre thon blanc en conserve, 65 grammes, c'est un petit contenant, une petite conserve de thon, donc une portion régulière. 80 grammes de saumon rose ou rouge en conserve, un bon pâté au saumon, là, l'automne, c'est bon, c'est réconfortant. Du hareng, c'est moins de gens qui en mangent, mais quand même, c'est une bonne source d'oméga 3. Et puis les sardines. C'était très populaire il y a quelques années, les sardines. Mais on peut le ramener sur le marché. Ils en vendent exactement, là, pas exactement, mais ils en vendent avec arôme, avec assaisonnement, tomates séchées, un petit peu plus épicées. Puis vous savez que des sardines, ça peut se faire frire dans la poêlonne, un petit peu d'huile de canola, évidemment. Et puis, on la fait frire un petit peu dans la poêlonne et puis elle devient croustillante. Ça peut être très bon avec une petite biscotte. Donc, c'est des aliments qu'on pourrait rajouter à notre alimentation pour augmenter notre apport en oméga 3. Prochaine diapositive, les sources variées de protéines. On est rendu aux protéines. Pourquoi on parle des protéines? Parce que les protéines vont freiner l'absorption de l'insuline. C'est-à-dire que c'est plus facile à la gestion du diabète. Ça a plusieurs rôles, hein, les protéines. Ça sert à la construction, au maintien des muscles, tous les tissus, au bon fonctionnement du système immunitaire. C'est une constitution de nombreux enzymes et hormones. Comme je disais plus tôt, aide à mieux contrôler le taux de sucre sanguin en le freinant l'apport d'insuline. C'est une source d'énergie de longue durée, puis ça augmente la sensation de satiété. Donc, les protéines, ce n'est pas une source de glucides, donc on peut en abuser, je vous dirais. Il n'y a personne qui va vous dire que c'est pas bon pour la santé de manger trop de viande, à moins qu'elle contienne beaucoup de matières grasses. Mais la variété, c'est surtout d'aller dans la variété. On parlait d'équilibre au tout début de ce document, mais c'est aussi la variété qui est important. J'en ai parlé tout au long du document, tout ce qui est poisson, hein, on vient d'en parler. Qu'est-ce qui est noix et graines aussi va contenir des protéines et traditionnellement le bœuf, le porc, le veau, les abats, le poulet, le poisson, les légumineuses surtout, on va les voir un petit peu plus loin. Donc, c'est quelque chose qui va nous faire sentir plein, puis en même temps, ben, ça va être à notre contrôle du diabète. On a besoin de 1 gramme par kilogramme de poids, c'est-à-dire que si je pèse 60 kilos, en principe, je vais avoir besoin de 60 grammes de protéines dans ma journée. C'est quotidien. Vous savez que les protéines, ce n'est pas quelque chose que notre corps produit. Donc, on a besoin d'en consommer pour qu'il puisse l'utiliser. Donc, 60 grammes de protéines dans une journée, ça équivaut, je vous dirais, à un 6 onces de viande. 6 onces, là, c'est un petit peu plus gros que la paume de ma main. La paume de notre main, là, c'est quand même un bon indice pour être capable de voir quelle portion je devrais consommer de protéines. Que ce soit du poisson, du poulet, du bœuf, vous y allez avec la paume de votre main, puis ça va vraiment vous donner un bon apport. Puis on doit viser minimum, je vous dis minimum 2 onces qui équivaut à 15 grammes de protéines par repas. C'est pas arrêtez-vous pas à 15 grammes, mais c'est le minimum pour avoir un bon apport, puis nous maintenir en santé, puis maintenir notre corps en santé.
Pour les sources de protéines, la première qu'on connaisse tous, c'est la source animale. Donc, on a les œufs aussi, hein, j'ai oublié de les mentionner un petit peu plus tôt, qui vont contenir un petit peu d'oméga 3, d'oméga pro. Pro, ça veut dire que contient l'oméga 9, l'oméga 6 et l'oméga 3. L'œuf, on pourrait en consommer un par jour, un à deux par jour, sauf ceux qui souffrent, souffrent, je dirais pas de souffrance, mais qui font un surplus de cholestérol. Ces gens-là devraient être à 1 à 2 en moyenne par semaine. Mais pour le commun des mortels, pour la plupart des gens, 1 à 2 œufs par jour, ça pourrait se faire. Sans problème là, pour le cholestérol. Vous savez que les protéines se trouvent dans le blanc de l'œuf et les matières grasses, dont le cholestérol, se trouvent dans le jaune. Donc, si vous voulez ne pas manger le jaune parce que vous souffrez de cholestérol, mais ça se fait. Puis, ils vendent aussi des mélanges de blanc d'œuf dans un petit contenant de carton. Là, au plus, je crois que c'est 1 litre. Mais vous pouvez faire une omelette seulement qu'avec du blanc d'œuf, on rajoute des légumes et puis voilà, on a notre apport en protéines sans avoir l'apport en gras. Nous avons aussi les viandes maigres et les abats. Les viandes maigres, on va parler du poulet et du porc, hein, qui sont à la base maigre. Le bœuf, on va faire un petit peu attention. C'est une des seules viandes dont le gras est à l'intérieur du muscle. Lorsqu'on parle d'une viande persillée, c'est tous les petits points blancs que l'on retrouve dans la pièce de viande, ben c'est des petits points de gras, c'est de la graisse qu'on retrouve à l'intérieur de la viande. Donc, c'est sûr qu'une bonne bavette, hein, c'est juteux, c'est bon, c'est pas sec, mais ça contient beaucoup de matière grasse. Si on va dans un tourne-dos ou on va dans une pièce de viande, on va essayer d'avoir le moins de persillage possible. Et si on choisit du bœuf haché, on va le prendre extra maigre, le plus maigre possible pour éviter d'avoir trop de matière grasse, comme on disait un petit peu plus tôt, des gras saturés. Pardon. Les abats, ben, on parle des petits cœurs de poulet, on peut parler du foie de veau, du foie de porc, pas de porc, pardon, du foie de bœuf, du foie de poulet. Ça contient beaucoup de fer, on le sait. Fait que c'est puis quelque chose qui n'est pas trop gras quand même. On a les charcuteries, mais les charcuteries, il faut faire attention. Ça contient 15 à 20 de protéines, mais ça contient aussi plus que 10 de matière grasse. Donc, on va limiter notre consommation de charcuterie. Il y a les viandes rôties qu'on peut trancher. Hein. On se fait un bon rôti de bœuf ou un rôti de porc, on le tranche, ça fait de très bons sandwichs. Le jambon, un coup qu'on l'a dessalé en le faisant bouillir, ben là, on est capable d'avoir des tranches de jambon. Pastrami, à la limite, c'est bon parce que c'est une viande qui est comme fumée. Et la poitrine de dinde, qui est une viande plutôt sec. Donc, habituellement, ces viandes-là vont contenir un petit peu moins de pourcentage de gras. Et on va surveiller tout ce qui est viande séparée mécaniquement, telles que les saucisses. Les saucisses, vous savez qu'ils vont prendre un petit peu de ce qui reste de l'animal, de la boucherie, hein, les surplus de découpe. Ils vont le hacher, puis ils vont le mettre dans le petit boyau. Là, ils vont l'assaisonner, puis ils vont faire des saucisses avec. C'est bon à l'occasion, mais ça contient la plupart du temps autant de gras qu'il peut y avoir de sources de protéines dedans. Et puis nous avons nos fameux poissons et fruits de mer. On a vu dans quelques diapositives précédentes les bienfaits du poisson en oméga 3, mais c'est un bienfait aussi au niveau des protéines. Ça en contient autant que les sources animales, le bœuf et le porc, etc. Les fruits de mer aussi, les petites crevettes, les pétons, c'est tous des sources de protéines. Et habituellement, ils n'ont pas autant de gras. Okay? Les matières grasses qu'on va retrouver dans les poissons, ça va être des bons gras. Donc, on peut en consommer, puis il n'y a pas de problème. Et puis, ça va nous faire notre source de protéines. Vous savez, on parle de variété. Bien, si on a un menu varié tout au long de la semaine, on va aller chercher nos protéines, on va aller chercher nos bons gras, puis on va aller chercher notre source de glucides aussi, sans trop abuser.
Nous avons aussi les sources de protéines végétales. On est moins adepte de ces sources végétales. C'est surtout les légumineuses qui vont en contenir. Vous savez qu'une consommation régulière de légumineuses a beaucoup d'effets bénéfiques, surtout sur le contrôle du diabète. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est une source de protéines, c'est une source de glucides, quand même à faible quantité, et c'est une source de fibres. Donc, c'est un équilibre. Et en plus, euh, elle est moins dispendieuse qu'une pièce de viande. Il en existe une quantité phénoménale de légumineuses. Et vous savez, dans notre alimentation traditionnelle québécoise, on en consomme des légumineuses. Hein? Une bonne soupe aux pois ou des bonnes fèves au lard hein, lors du brunch le dimanche matin. C'en est des légumineuses. On n'est pas obligé d'en manger à tous les jours, mais on peut les varier. Les célèbres pois chiches qu'on retrouve aussi en humus. Il y a les lentilles qu'on peut retrouver dans les soupes, hein, les soupes aux lentilles, les soupes repas. Donc, on peut les retrouver quand même un petit peu partout. Euh, D'autres bénéfices au niveau des légumineuses, diminution du risque de maladies cardiovasculaires, du risque de cancer colorectal. On devrait consommer des légumineuses quelques fois par semaine. Moi, je vous suggère de commencer tranquillement d'en manger minimum une fois par semaine. Et puis, on verra au fur et à mesure où ça nous mène tout ça. Et puis, je fais une petite parenthèse, un petit clin d'œil aux ateliers culinaires qui vont suivre. Et puis, je vais vous montrer, je vais élaborer quelques recettes avec vous contenant des légumineuses pour que vous puissiez avoir déjà une petite idée comment ça se prépare, puis qu'il y a plusieurs variétés quand même. Donc, les sources végétales, les légumineuses, il y en a des plus populaires, on va le voir dans la prochaine diapositive. Donc, pour vanter encore les sources végétales, elles contiennent très peu de gras, hein, sauf les arachides. Les arachides, vous savez qu'on fait de l'huile d'arachide. Et en passant, une arachide, ce n'est pas une noix. C'est une légumineuse, l'arachide. Lorsqu'on parle d'allergie aux arachides et aux noix, ce n'est pas le même groupe. Donc, on peut en manger des arachides sans problème. C'est une bonne source de protéines à moins que nous sommes allergiques aux arachides, là, mais c'est quand même une légumineuse. Et, bonne nouvelle, les légumineuses ne contiennent aucun cholestérol. Elles sont surtout composées de glucides complexes, hein, qu'est-ce que je disais au début du document, au début des diapositives, les glucides complexes qui se trouvent être de l'amidon, hein, qui sont lents à absorber. Donc, c'est une bonne chose pour la bonne gestion du diabète. Et elles fournissent de 6 à 14 grammes de fibres par portion de une tasse. C'est quand même beaucoup. C'est une excellente source de fibres. Et vous savez, un petit rappel, on ne le dit jamais assez souvent, les fibres vont annuler les glucides absorbés. Si je mange 30 grammes de glucides dans mon repas et que j'avais ma source de protéines était des légumineuses, ben on peut aller jusqu'à 14 grammes de fibres. Donc, 30 moins 14, ça fait quand même 16 grammes de glucides. On diminue presque de moitié pour certaines légumineuses. C'est des fibres solubles aussi, favorisant le taux de cholestérol sanguin. Fibres solubles qui favorisent aussi le transit intestinal. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de vertus aux légumineuses. Elle va procurer la même quantité de protéines qu'une portion de viande. Si j'ai 2 onces de protéines qui contient 15 grammes, ben si j'ai 2 onces de légumineuses, ça va contenir 15 grammes de protéines aussi. C'est identique, c'est la même quantité de protéines. Puis en plus, elles sont riches en vitamines, du complexe B, le fer, du calcium, phosphore, magnésium. Écoutez, quand je vous dis que les sources protéines végétales sont une excellente source, je pense que là, vous êtes convaincus.
Les bons choix pour les protéines les plus populaires, mais c'est la graine de soya. Son contenu en protéines est en moyenne 2 fois plus élevé que les autres légumineuses. On parlait tantôt de la même quantité. Je vous dirais que le soya, c'est la reine des légumineuses. Puis les protéines des haricots de soya sont plus complètes des autres légumineuses. Donc, c'est pour ça souvent qu'on retrouve l'isolat de protéines de soya dans certaines préparations. On va trouver la boisson de soya, hein, c'est vraiment la pionnière au niveau des boissons végétales là, pour remplacer le lait. Euh, c'est vraiment là, celle la plus complète. Avoir quand même composé de végétaux antioxydants, semblable à celui de l'estrogène. Hein. On a depuis des années qu'on parle des vertus du soya pour les Asiatiques. On sait que les Asiatiques ont un record de longévité au niveau de la vie. Puis c'est des grands consommateurs de soya, fait que ça peut nous donner une petite idée là, du bienfait. Ça contient excusez-moi, des isoflavones, euh, 1 à 4 mg par gramme de matière sèche. Les isoflavones, c'est un plus au niveau des vitamines, des vertus, antioxydants, ces choses-là. Et puis les sources, ben, on a la fameuse sauce soya qu'on connaît, mais là, je vous dis, comment je pourrais dire, la sauce soya, ce n'est pas vraiment une source de protéines, c'est plus un assaisonnement, c'est un condiment. On va aller vraiment vers le remplacement de la viande, donc les fèves et d'amande qu'on retrouve dans les produits surgelés. Dans un sauté de légumes, c'est vraiment excellent. C'est des petites fèves vertes et puis ce qu'on consomme, c'est pas trop croquant, c'est pas dur comme une fève de soya grillée hein, qu'on peut manger comme les arachides. On a le fameux tofu à plusieurs textures. On peut avoir du tofu soyeux pardon, que l'on peut mettre dans nos smoothies ou bien un tofu plus ferme que l'on peut mettre dans nos sautés pour remplacer les morceaux de poulet ou les morceaux de viande. On a la fameuse boisson de soya qui contient quand même une bonne source de protéines versus les autres boissons de noix comme amandes ou les boissons de riz. Il faut faire attention un petit peu à ce niveau-là pour notre source de protéines. C'est vraiment la boisson de soya qui va remplacer, qui va avoir un meilleur équilibre au niveau des protéines versus le lait. Et puis, on a les flocons de protéines qu'on peut rajouter là, un peu à n'importe quelle sauce là, qu'on retrouve de plus en plus sur les marchés. Les simili-viandes hein, qui peuvent remplacer le salami, qui peut remplacer ils vont donner une forme de pépites de poulet ou de filet de poisson. Donc, pour ceux qui sont végétariens, vous savez, on n'est pas obligé d'être végétarien pour manger des légumineuses, mais la plupart des végétariens, ceux qui choisissent ce type d'alimentation-là, vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de soya dans leur alimentation. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu des noix et graines. La fraîcheur est dans l'écaille. Pourquoi j'en parle? Parce que le fait de casser la noix, euh, c'est un plaisir, oui, pour ceux qui aiment les noix. Et aussi, ça va diminuer un petit peu notre rapport. Je vais vous dire pourquoi. C'est sûr qu'il y a un petit peu, il y a autant de protéines que les autres produits là, de substituts à la viande. Par contre, ça contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières grasses. On a parlé tout tantôt au niveau des oméga 9. Hein? Tous les oméga 9 proviennent des noix la plupart du temps. Donc, ça, pour un quart de tasse, c'est pas beaucoup, là. C'est une petite poignée dans notre creux de notre main contient quand même 6 grammes de gras. Donc, c'est quand même assez élevé. Si on prend notre noix et on la casse, qu'elle est vraiment dans l'écaille, comment je pourrais dire, ça va être plus long à la consommer, donc on devrait en manger plus. On va avoir le temps là, de la digérer puis d'avoir son effet de satiété. Si on parle du beurre d'arachide, 2 cuillères à table de beurre d'arachide va équivaloir, excusez-moi, à 1 once de viande, donc 3 grammes de gras. Fait que c'est quand même quelque chose qu'on va manger, mais à une quantité raisonnable. Donc, donc c'est ici que se termine ce
diaporama. Je vous remercie d'avoir été attentif et puis je vous invite à notre deuxième atelier en épicerie qui devrait suivre dans quelques temps ou même je crois que vous l'avez déjà là, en possession. Donc on se retrouve dans notre prochain diaporama. On va parler un petit peu plus du tableau de valeur nutritive, comment décortiquer un petit peu l'emballage de nos produits alimentaires. Donc, je vous souhaite une bonne assimilation de tout ça et gênez-vous pas pour revisionner le diaporama, pour puis inscrivez sur une feuille de papier si vous avez des questions, parce que vous savez, on a parlé un peu dans le courriel contenant les PowerPoint, les diaporamas, qu'on va avoir une période de questions live en direct dans quelques temps. On va vous informer du temps, de la date et de l'heure et je serai en direct avec vous pour répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous.